Quand 8000 soldats choisissent de déposer leurs fusils pour prendre la charrue, le monde s'arrête, retient son souffle et observe. Ce n'est plus la guerre qui façonne la révolution africaine, mais la promesse d'une moisson abondante, d'un avenir bâti sur la terre nourricière. Imaginez la scène, au lever du soleil, dans la plaine poussiéreuse du Faso, des convois militaires qui, hier encore, transportaient tant des caisses de munitions, acheminent aujourd'hui des semences, des sacs d'engrais et de jeunes pousses de riz. Le bruit du moteur du tracteur remplace le vrombissement du blindé. La discipline martiale devient la rigueur du geste agricole. Au Burkina Faso, pour la première fois dans l'histoire moderne du pays, une brigade entière se mobilise non pour défendre les frontières à la pointe du fusil, mais pour cultiver la terre. 8000 militaires, formés pour la bataille, échangent leur uniforme contre des bottes boueuses, un chapeau de paille, et apprennent à lire la météo, à reconnaître la terre fertile. Cette scène qui pourrait sembler irréelle ailleurs est devenue le quotidien de villages entiers. Des familles regardent, mi-fascinées, mi-inquiètes, ces soldats qui labourent, sèment, désherbent, récoltent. Dans les capitales occidentales, ce geste fait froncer les sourcils. On y voit parfois un aveu de faiblesse, la preuve que le pays n'a plus d'autre choix que de se replier sur lui-même. Mais pour le capitaine Ibrahim Traoré, et pour de nombreux Africains, c'est tout l'inverse. Il s'agit d'un acte de discipline, de fierté retrouvée, d'indépendance farouche. Les images de soldats en train de planter du riz inondent les réseaux sociaux. Dans les journaux locaux, on décrit le passage du soldat du désert au fils du sol. La mission assignée à cette nouvelle armée de cultivateurs est limpide. Garantir des récoltes suffisantes pour nourrir la population avant la prochaine crise, transformer la dépendance alimentaire en atout stratégique et faire de chaque champ un bastion contre l'incertitude. Les sanctions économiques menacent, l'instabilité rôde, mais le Burkina Faso ne veut plus tendre la main. Il veut remplir ses propres greniers, contrôler son destin. La logistique de guerre s'est métamorphosée en logistique agricole. Les mêmes colonnes de camions qui, autrefois, transportèrent des soldats et des munitions, servent désormais à acheminer des tracteurs escortés, des semences précieuses, des systèmes d'irrigation dernier cri. Les terres laissées à l'abandon par la fuite des villageois sont reprises en main, assainies, rendues à la culture. Des dizaines de coopératives voient le jour, appuyées par l'État, pour irriguer, planter, protéger les récoltes. Les méthodes rigoureuses d'organisation militaire sont appliquées à la gestion des stocks, à la distribution équitable de l'eau, à la rotation des cultures. Dans un discours devenu viral, le capitaine Traoré avertit « La prochaine guerre ne sera pas pour l'or ou le pétrole, mais pour la nourriture ». Cet avertissement, d'abord moqué dans les chancelleries occidentales, résonne désormais du Sahel jusqu'aux couloirs des palais présidentiels de Bamako à Abuja. En 1984, la famine en Éthiopie avait bouleversé la planète, mettant en lumière la fragilité des nations privées de leur souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, la leçon est retenue. Il ne s'agit plus seulement de survivre à la crise, mais de l'anticiper, de la désamorcer par la force du travail collectif. Ignorer ce mouvement, c'est risquer de rester prisonnier d'un cercle vicieux. La dépendance alimentaire, la vulnérabilité face aux fluctuations des prix mondiaux, la perte progressive de souveraineté à chaque cargaison de blé importé. La prochaine crise pourrait ne pas venir d'un coup d'État, mais d'une récolte ratée, d'un embargo sur le riz, d'une sécheresse imprévue. Ce n'est plus seulement une question de sécurité alimentaire, c'est à chaque étape la liberté politique et économique qui se joue pour le Burkina Faso et peut-être pour toute l'Afrique de l'Ouest. Mais comment, au juste, une armée de cultivateurs a-t-elle vu le jour au cœur du Sahel ? Derrière ce pari audacieux se cache une stratégie méthodique, née à la fois de l'urgence et de l'espoir. Pour comprendre la portée de cette transformation, il faut remonter dans le temps, observer les racines profondes du défi que relève aujourd'hui le Burkina Faso. Depuis des décennies, le pays est confronté à une triple menace. Insécurité persistante liée au terrorisme, dépendance alimentaire chronique, instabilité politique récurrente. À chaque coup d'État, à chaque flambée des prix, le tissu social se déchire un peu plus, la confiance en l'avenir s'effrite. Pourtant, en 2023, une rupture s'opère. La sécurité nationale ne se joue plus seulement dans les casernes, mais dans chaque champ de mil, chaque sillon de maïs. À la tête de cette mutation, le capitaine Ibrahim Traoré. Son décret Opération Moisson bouleverse les vieux schémas, réinvente le rôle de l'armée. Désormais, défendre le territoire, c'est aussi maîtriser la production agricole. 8000 soldats, partiellement désarmés, sont réaffectés à la culture. Des hectares militaires et des villages désertés sont transformés en fermes collectives, véritables remparts contre la faim. Ce n'est pas un simple effet d'annonce.
En coulisses, une logistique inédite se met en place. Des drones militaires, d'abord utilisés pour la reconnaissance et la surveillance, servent à cartographier les sols, à identifier les zones les plus fertiles ou les plus menacées par la sécheresse. Des camions transportent semences, engrais, matériel agricole, tandis que des ingénieurs militaires sont formés en urgence à la gestion de l'eau et à l'optimisation des rendements. L'armée s'initie à la houe, au sarcloir, avec la même rigueur que celle du maniement du fusil. 50 coopératives émergent, symbole d'un pacte nouveau entre civils et militaires. Par le biais des corridors verts, les populations rurales sont invitées à rejoindre les soldats dans l'effort collectif. Ce schéma rappelle, en bien des points, les campagnes de mobilisation agricole de la Chine maoïste dans les années 50, ou encore les kibboutz israéliens, où la défense nationale et l'agriculture étaient intimement liées. Mais au Burkina Faso, l'approche est résolument inclusive. Soldats et villageois s'aiment, protègent, récoltent ensemble, partageant à parts égales le fruit de leur labeur. Le front ne se situe plus aux frontières, mais dans chaque champ, chaque potager. La solidarité devient une arme. Les premiers résultats sont saisissants. 15 000 hectares défrichés en quelques semaines, une production suffisante pour nourrir près d'1 demi-million de personnes dès la première saison. Bientôt, un slogan naît sur les ondes et dans les marchés. La faim est notre nouvel ennemi. Cet élan gagne tout le pays. Les marchés locaux, fermés ou atonnent depuis des mois, rouvrent dynamisés par l'afflux de produits locaux. Les réserves alimentaires nationales se reconstituent à vue d'œil. Pour la première fois depuis longtemps, la promesse d'une souveraineté retrouvée redonne espoir aux Burkinabés. Dans les villages, on se raconte l'histoire de soldats ayant appris à greffer les manguiers, à irriguer le sorgho grâce à des techniques modernes. Le message est clair. Tant que les greniers tiennent, la nation ne pliera pas. Ce plan d'action n'est pas qu'une réponse à une crise ponctuelle. Il s'inscrit dans une stratégie de résilience et d'indépendance à long terme. Les crises politiques passées l'ont prouvé. Chaque coup d'État, chaque flambée des prix alimentaires amplifie la pénurie, sape la cohésion sociale, fragilise l'État. Pour rompre ce cycle, il faut restaurer la paix et la dignité, redonner confiance au peuple. Le choix du Burkina Faso est radical. Placer l'alimentation au cœur de sa stratégie de défense. Mais cette révolution agricole porte en elle de nouveaux risques et des tensions inattendues. Transformer l'armée en semeur, c'est bouleverser l'ordre établi, bousculer les intérêts des grands commerçants, des importateurs de céréales, des élites urbaines habituées à tirer profit de la dépendance extérieure. L'histoire regorge d'exemples où une telle mutation a provoqué des résistances féroces. Dans l'URSS des années 30, la collectivisation forcée avait suscité des soulèvements, des sabotages. En Afrique, la réforme agraire du Zimbabwe, mal préparée, avait plongé le pays dans la crise. Mais au Burkina Faso, la démarche se veut pragmatique, progressive, évitant les écueils du passé. Quand cultiver devient un acte de résistance, qui risque le plus gros? Les soldats exposés à la critique et à l'épuisement? Les élites privées de leur rente d'importation? Ou le peuple qui met tous ses espoirs dans cette révolution silencieuse? Au Burkina Faso, la révolution agricole ne se mène plus à la frontière, mais au cœur des champs. Ce bouleversement dépasse la survie. Il s'affirme comme un défi ouvert à l'ordre mondial établi, une insurrection contre la fatalité de la dépendance. Les résultats, en moins d'une année, frappent les esprits. La production de céréales bondit de près d'un quart, tandis que les prix du riz importé cessent leur envolée. Pour la première fois depuis des décennies, les marchés locaux reprennent souffle. La dépendance extérieure s'effrite, marquant une rupture psychologique profonde. C'est un écho à la bataille du blé lancée par Mussolini dans l'Italie fasciste des années 20 ou encore à la politique d'autosuffisance alimentaire du Brésil sous Lula dans les années 2000. Mais le monde extérieur ne reste pas indifférent. À l'étranger, la défiance s'installe. Les commentateurs occidentaux observent avec scepticisme. Les institutions financières internationales, Fonds monétaire international, Banque mondiale, s'inquiètent. Le modèle pourrait marginaliser le secteur privé, déstructurer l'économie, pousser le pays vers l'isolement. Les experts rappellent les dangers de l'autarcie, la difficulté d'atteindre l'équilibre entre planification d'État et initiative individuelle. Pourtant, ailleurs en Afrique, le vent tourne. Du Mali au Niger jusqu'au Tchad, des émissaires affluent pour étudier le miracle burkinabé. Certaines capitales, jusque-là prudentes, rêvent déjà d'une armée aux champs où nourrir la nation devient synonyme de souveraineté retrouvée. On se souvient alors de la Marche verte au Maroc dans les années 70, ou des volontaires de la patrie, lors de la révolution ghanéenne sous Rawlings.
À chaque fois, la mobilisation collective a changé le visage du pays. À l'intérieur, la révolution transforme les symboles. Le soldat, jadis figure redoutée, s'entend désormais salué comme fils du sol dans les villages. Les enfants dessinent, dans les écoles, des militaires portant des paniers de maïs, non plus des fusils. L'union des forces armées et des paysans tisse de nouvelles solidarités, brouillant les lignes entre défense et subsistance. Des histoires circulent, celle d'un colonel apprenant à greffer les arbres fruitiers, d'un sergent enseignant aux enfants à reconnaître les semences. Ce changement s'invite au débat politique. La création de zones agrosécuritaires consolide l'autorité du gouvernement, tandis que l'opposition dénonce un socialisme militaire. La presse s'interroge. L'État ne va-t-il pas trop loin? Les droits fonciers sont-ils respectés? Les syndicats paysans réclament plus de transparence, de redistribution. Pourtant, sous les polémiques, un sentiment inédit se propage. Le pays retrouve confiance en lui-même. La dynamique dépasse les frontières. L'idée d'un pacte agricole AES, Alliance des États du Sahel, circule promettant partage d'expériences, soutien mutuel, mutualisation des réserves. Les usines locales, autrefois en déclin, s'adaptent à la transformation de produits agricoles. La perspective d'une mobilisation industrielle autour de l'agriculture rallume les espoirs d'un développement endogène. Cela rappelle l'Union européenne, née autour du charbon et de l'acier, mais ici la terre devient le socle de la coopération régionale. Rien n'est simple. Quelques grands propriétaires refusent le changement, bloquent l'accès à certaines terres, des affaires de favoritisme émergent, des débats sur la redistribution et la transparence restent vifs. Mais la réalité s'impose. Les récoltes grossissent, la criminalité rurale recule, la faim aussi. Dans certains villages, les enfants retournent à l'école, nourris par les cantines locales alimentées par les nouvelles coopératives. Le risque est immense. Isolement diplomatique, pression économiques accrues, fragilité si les résultats venaient en affaiblir. Des sanctions implicites, des restrictions sur l'accès aux marchés internationaux pourraient tôt menacer le modèle. Mais aujourd'hui, le pari burkinabé intrigue autant qu'il inspire. La souveraineté alimentaire prend corps et les puissants s'inquiètent de voir leur influence décliner face à une Afrique qui ose inventer sa propre force, par la terre, pour la terre. Mais derrière chaque avancée, une question plane. Combien de temps ce fragile équilibre tiendra-t-il face aux menaces extérieures, aux rivalités internes, aux aléas climatiques? La suite se joue là où la terre rencontre la politique, là où les décisions de semer ou de récolter deviennent des choix de société. Et si, au XXIe siècle, la véritable arme n'était plus la bombe, mais la rizière, la main qui sème plutôt que le doigt sur la gâchette? Cette question d'apparence naïve contient une révolution silencieuse. Au Burkina Faso, la souveraineté alimentaire n'est plus un rêve lointain, c'est une stratégie nationale planifiée, assumée. Imaginons un instant. Au lieu de 600 millions de dollars investis dans l'achat de chars et de drones, ce sont 600 millions injectés dans l'irrigation, la sélection de semences locales, la construction d'usines de transformation. Ici, chaque hectare irrigué devient un acte de résistance. Chaque tonne de riz récoltée, un pas de plus vers l'autonomie et la dignité. La chaîne de valeur du riz, autrefois dominée par les importations asiatiques, est entièrement nationalisée. De la plantation à l'usinage, en passant par le stockage et la distribution, chaque étape est financée par l'or du pays, une fiscalité renforcée et le soutien des voisins de l'Alliance des États du Sahel. La richesse ne s'évapore plus vers l'extérieur. Elle circule entre coopératives, marchés locaux, foyers burkinabés. Le riz, symbole de dépendance, devient le moteur d'une économie réinventée. Sur les réseaux sociaux, la réussite prend des allures de mythe. On parle du miracle du riz, de la révolution silencieuse. Les hashtags comme #FasoFedSitself se multiplient. Dans les villes, les ingénieurs de la diaspora rentrent, poussés par la fierté retrouvée, l'espoir d'un renouveau. Dans les rues, on murmure « Nous avons semé la dignité ». Mais cette révolution silencieuse ne passe pas inaperçue. À Washington, à Bruxelles, un mémo du riz circule. Pour le Fonds monétaire international, l'indépendance alimentaire du Burkina Faso devient une menace stratégique, car nourrir son peuple, c'est ne plus écouter les injonctions des bailleurs de fonds, ne plus dépendre des conditionnalités de l'aide extérieure. Un pays qui se nourrit seul peut choisir ses alliances, négocier d'égal à égal. La riposte s'organise. Face au durcissement des conditions d'aide, le Burkina Faso propose la création de réserves céréalières communes avec ses voisins, met en place des mécanismes régionaux de troc, encourage la création d'industries locales de transformation. Un vent de coopération souffle sur l'Afrique de l'Ouest.
Les États voisins observent, hésitent, certains osent déjà s'inspirer, envoyant des délégations pour apprendre, adapter, répliquer le modèle. Face à cela, l'Occident serre la vis. L'aide se fait conditionnelle, les accords commerciaux se durcissent, des sanctions implicites se profilent. Les banques internationales rechignent à financer de nouveaux projets. Pendant ce temps, la Russie et la Chine proposent des partenariats séduisants, mais jamais gratuits. Le Burkina Faso se retrouve au cœur d'une bataille d'influence, où chaque sac de riz compte double, où chaque tonne récoltée peut faire basculer l'équilibre régional. Sur le terrain, l'enjeu est aussi culturel. Décider quoi planter, comment produire, c'est reprendre le contrôle de sa vie, de son identité. L'indépendance n'est plus un slogan, mais un repas partagé, une cuillère de riz locale autour d'une table familiale. Dans les villages, les anciens racontent le souvenir de l'époque où la famine dictait le rythme des saisons, et voient dans cette révolution une revanche sur l'histoire. Pourtant, la victoire reste fragile. Une sécheresse imprévue, une erreur de gestion, des luttes de pouvoir interne, ou trop de pression extérieure pourraient en tout effondrer. L'enjeu est immense. Si le Burkina Faso réussit, c'est tout un continent qui peut espérer briser ses chaînes de dépendance. Mais à la moindre faille, la défiance renaîtra et la dépendance reprendra ses droits. La révolution du riz n'est donc pas seulement une question de production, mais de survie collective et de liberté politique. Encore faut-il tenir bon lorsque les vieillards en puissance Kera cherchent à reprendre la main, à réimposer leur modèle. Cultiver sa propre terre, c'est cultiver son avenir. C'est une leçon que l'histoire a souvent oubliée, mais que le Burkina Faso remet au goût du jour. L'expérience du Burkina Faso n'est pas un simple épisode africain, une parenthèse dans l'histoire du Sahel. C'est un laboratoire dont les leçons peuvent inspirer bien au-delà de ses frontières. Ici, une armée s'est muée en force nourricière, démontrant que la discipline militaire, trop souvent synonyme de répression, peut irriguer le bien commun, organiser la solidarité, sauver la moisson. Première leçon. La rigueur logistique de l'armée, trop souvent associée à la violence, devient un atout rare pour organiser les semis, répartir les semences, acheminer l'eau, planifier les récoltes. Là où le désordre coûte des saisons, l'ordre sauve la moisson. En Éthiopie, dans les années 80, le manque de coordination avait aggravé la famine. Au Burkina Faso, la planification militaire évite ce piège. Deuxième leçon, la souveraineté alimentaire n'est pas un slogan, mais un combat quotidien. Il faut du courage pour affronter les pressions des importateurs, de la vision pour anticiper les pénuries, de la ténacité pour préférer la sueur des bras au mirage de l'aide extérieure. Repousser la facilité, c'est choisir la dignité. Troisième leçon, transformer une armée, c'est refonder le contrat social. Quand soldats et civils s'aiment, irriguent et partagent le pain, la confiance renaît. L'autorité ne se conquiert plus seulement dans l'urne, mais se cultive dans la terre nourricière. La sécurité devient collective, la fierté aussi. Ce modèle rappelle celui des gardes rurales en Inde, où la sécurité agricole devient une mission nationale. Quatrième leçon, l'indépendance économique commence avec la maîtrise de la production locale. Attendre les convois d'aide, c'est s'attacher à la vulnérabilité. Mais chaque champ repris, chaque silo rempli, c'est un jour de liberté conquis. Cinquième leçon, les modèles civilo-militaires, s'ils restent transparents et inclusifs, restaurent la solidarité nationale. Mais la clé demeure la vigilance démocratique, garantir que l'armée ne s'enracine pas dans le pouvoir, mais serve l'intérêt général. En Algérie, dans les années 60, la confusion entre armée et État avait mené à des dérives. Le Burkina Faso veut éviter ce piège. Rappelons-le, toute centralisation autoritaire menace la liberté. La souveraineté alimentaire ne doit jamais s'opposer à la démocratie, sous peine de transformer une victoire agricole en recul politique. La résilience se construit sur la diversité des partenaires, la préparation au choc climatique et la juste répartition du fruit du labeur collectif. Vouloir tout faire seul est une illusion. Renforcer ses alliances, ses coopératives, c'est bâtir un rempart durable. Oublier ces leçons, ce serait accepter l'humiliation de l'attente, la fragilité de la dépendance, la perte de confiance en soi. Toute nation qui n'ose pas cultiver ses propres solutions voit son destin dicté par d'autres. Mais cette révolution ne se limite pas au Burkina Faso. D'autres nations observent, s'interrogent, et certaines commencent à suivre l'exemple. L'Ouganda, le Niger ou encore la Guinée expérimentent des modèles similaires, adaptant l'idée à leur contexte. Ici, une brigade agricole pilote. Là, un partenariat public-privé pour la transformation du manioc. Un jour viendra où la crise ne naîtra plus du pétrole, mais du pain. Serez-vous prêt à défendre votre autonomie, non par la force, mais par la graine? La vraie bataille de demain ne fera pas de bruit.
Elle se jouera dans la terre, loin des projecteurs. Ce que le Burkina Faso vient d'oser bouleverse l'histoire, transformer des soldats en cultivateurs, troquer la dépendance contre l'acte agricole. Ici, la souveraineté ne se conquiert plus à la pointe du fusil, mais au creux de la main qui sème. Chaque grain planté devient une déclaration d'indépendance. Chaque récolte, une victoire silencieuse. Dans un monde obsédé par les armes et les frontières, le Burkina pose une question brûlante, universelle. Qu'est-ce qui protège vraiment un peuple? Celui qui surveille ses frontières ou celui qui garantit que chacun ait de quoi vivre dignement? Ce choix n'est pas seulement une réponse à la faim ou aux sanctions. Il s'agit d'une insurrection contre l'ordre établi, d'un acte de dignité nationale, d'un retour aux fondamentaux de la souveraineté. Certains diront que c'est une folie, que la discipline du soldat ne s'improvise pas dans les champs, que le rendement ne remplacera jamais la tactique militaire. Pourtant, l'histoire retiendra ceux qui ont eu le courage de semer pour survivre. 8000 soldats n'ont pas seulement planté des récoltes. Ils ont semé une idée nouvelle, celle du courage sans violence, du futur bâti sur la patience et la foi dans la terre. La question pour chacun de nous est simple. Avons-nous le courage de semer notre propre liberté? Ou préférons-nous attendre, spectateurs, que d'autres décident de notre pain quotidien? Défendre son avenir, c'est transformer la peur en action, la dépendance en pouvoir, la contrainte en audace. La souveraineté alimentaire n'est pas une utopie réservée au Burkina Faso. C'est un chemin que chaque nation, du Sénégal à Madagascar, du Brésil au Vietnam, peut emprunter pour restaurer son influence, sa stabilité, sa dignité. Refuser d'être assisté, c'est refuser de déléguer son destin. C'est choisir chaque jour d'écrire sa propre histoire dans le geste le plus humble, semer. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera comment défendre votre pays, souvenez-vous, parfois l'arme la plus puissante, c'est la main qui sème. Et si la résistance africaine commençait vraiment dans les champs, seriez-vous prêt à rejoindre cette armée silencieuse? Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse ses frontières. C'est un appel, une expérience à observer, mais surtout une invitation à repenser ce que signifie protéger son avenir. Car demain, la bataille pour la souveraineté ne se gagnera pas dans le vacarme des armes, mais dans le silence fertile des semailles. Pour aller plus loin, chacun peut s'inspirer de cette expérience. Voici quelques étapes concrètes, applicables à toute nation ou communauté. Premièrement, identifier les terres inexploitées, même modestes, et les remettre en culture, en s'appuyant sur les réseaux locaux, les associations, la jeunesse. Deuxièmement, investir dans la formation. L'exemple du Burkina Faso montre que même des soldats non formés à l'agriculture peuvent en quelques mois devenir des cultivateurs compétents, à condition d'être accompagnés par des agronomes, de bénéficier d'un encadrement adapté. Troisièmement, mutualiser les ressources. La création de coopératives, de banques de semences, de réserves alimentaires communautaires permet de lisser les aléas, de garantir un minimum vital en cas de crise. Quatrièmement, favoriser la transparence et la participation citoyenne. Les succès du Burkina Faso tiennent aussi à la mobilisation de la société civile, des associations de femmes, des anciens, des jeunes. Chacun trouve sa place dans cet effort collectif. Cinquièmement, diversifier les partenariats. Si l'aide internationale se tarit, il faut savoir tisser des liens régionaux, échanger savoir-faire, semences, outils, expériences. L'Afrique de l'Ouest, riche de sa diversité, peut devenir un laboratoire de solutions partagées. Enfin, ne jamais oublier la dimension culturelle. Célébrer les récoltes, valoriser les produits locaux, transmettre les savoirs ancestraux, c'est renforcer le sentiment d'appartenance, la fierté, le lien entre générations. L'histoire du Burkina Faso, par sa singularité, invite chacun à s'interroger. Et si demain, la souveraineté alimentaire devenait le socle de la paix, le fondement de l'indépendance, la clé de la résilience mondiale? Dans ce monde incertain, semer, c'est résister. Récolter, c'est espérer. Partager, c'est construire l'avenir. La plus grande révolution de notre temps pourrait bien commencer, humblement, dans la poussière d'un champ africain, là où un matin 8000 soldats ont choisi de devenir semeurs de liberté.